L'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Parce que si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Voire pervers. Alors, courte introduction pour cette première partie de ma conférence à Soissons qui a eu lieu ce week-end. C'est une conférence qui était particulièrement agréable, dans un espace vert sublime, avec des gens qui avaient fait, pour certains, plus de 300 km. La salle était pleine, une bergerie comme vous l'entendez, et on a véritablement échangé de façon constructive, de façon calme, et avec deux thèmes majeurs dans cette première partie, comme vous allez le voir. C'est d'une part, les personnes sont intéressées de comprendre qui est réellement Emmanuel Macron et qu'est-ce qui fait que ce couple est si étrange, si inconnu, avec des questions qui dépassent l'entendement, avec des débats qui dépassent nos frontières sur des questions de genre, sur des questions de capacité, entre guillemets, à influencer au niveau de l'Union européenne, mais peut-être plus au niveau du monde, puisque pendant très longtemps, les gens pensaient que Emmanuel Macron, en fait, était un peu le petit toutou des Rothschild ou d'Ursula von der Leyen, etc., puisqu'il avait l'habilité, par exemple, de l'emmener avec lui en Chine. Et puis subitement, on voit que Ursula von der Leyen n'est plus du tout mise en avant. Quand il rencontre Donald Trump ou toutes les grandes de ce monde, elle n'a plus besoin d'être là, de servir d'écran pour le protéger et ne pas montrer à quel point il a une ascension internationale extrêmement rapide, extrêmement troublante. En particulier, il y a eu beaucoup de débats qui sont évoqués sur ce qui s'est passé en marge de l'enterrement du pape François, également ce dîner, ce déjeuner très étonnant de Macron avec les cardinaux français. Voilà, tout ça va être débattu. Également, un autre sujet qui est important, qui préoccupe en fait les personnes qui pensaient que Donald Trump allait très rapidement changer les choses. Moi-même, je le souhaite, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je considère Donald Trump comme un personnage extrêmement éminent et important pour aider l'humanité à retourner sur le chemin de la paix. Je pense que c'est véritablement ce qu'il souhaite, même si son attitude est absolument catastrophique et cataclysmique, en particulier concernant Gaza, mais également, comme on vient de le voir, concernant la Chine, et peut-être à court terme, et j'évoque tout ça évidemment en détail dans la conférence, concernant aussi la Russie, même si c'est le sujet sur lequel on a l'impression à observer qu'on approche de l'objectif, même s'il y a peu de contact direct entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, vous observerez, qui accueille un simple négociateur, conseiller, quasiment comme s'il était un président, ce qui est véritablement important et qui est une preuve véritablement que Vladimir Poutine fait entièrement confiance et consacre tout le temps nécessaire pour cette négociation. D'ailleurs, il vient d'annoncer à nouveau un cessez-le-feu
pour les jours qui précéderont, la journée qui précède et qui suivra le 9 mai, qui est le 80e anniversaire de la victoire de la Russie, l'Union soviétique à l'époque, sur l'Allemagne nazie. Alors beaucoup de personnes sont devenues complètement gouroutisées au sujet de Donald Trump. Souvent, c'est des personnes qui écoutent régulièrement des fans de QAnon ou de Anon, parce que tous ces gens-là ont changé de sujet. Alors, il y a les chapeaux blancs aussi, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'est des gens qui expliquaient, en fait, que même quand Trump avait perdu, entre guillemets, l'élection en 2020, en fait, il était toujours au pouvoir, il avait un pouvoir qui lui était maintenu par les généraux, etc. Et ce qui est complètement fascinant, c'est qu'ils ont réussi à tenir pendant 4 ans avec ce discours. Les mêmes ont expliqué qu'en fait, Donald Trump avait également peut-être été complice de la tentative d'assassinat le concernant, parce que c'est des gens qui sont tellement fous, qui sont capables de dire tout et l'inverse avec une force de conviction complètement folle. J'étais d'ailleurs samedi soir dans une émission organisée par TV ADP et c'était fascinant. J'écoute le moins souvent possible Emmanuel Macron, mais il y avait des extraits qui étaient présentés et c'est extrêmement troublant de l'écouter parce que si on n'est pas au courant de la situation, si on ne suit pas l'actualité, qu'on regarde la télé uniquement, les grandes chaînes ou un certain nombre de médias dissidents qui détestent la Russie et Poutine, eh bien on est amené à croire très facilement 100% du discours de Emmanuel Macron. Et donc il y a beaucoup de gens qui croient totalement les discours d'un certain nombre de gourous fans absolus de Trump. Alors vous savez, moi je suis très intéressé par Trump. Je le considère encore une fois comme une personne avec Ben Salman, avec Xi Jinping, avec Donald Trump et Elon Musk qui peut aider à inverser cette tendance apocalyptique. Hein. On voit ce qui est en train de se passer entre le Pakistan et l'Inde. On voit tout ce qui se passe à Gaza avec le génocide qui continue, mais également la situation dramatique pour des millions de personnes au Liban dont on parle très peu, les exactions, les meurtres contre les minorités en Syrie, mais ça ne fait que commencer parce que de toute façon la Syrie a également perdu le contrôle d'une grande partie de son eau, d'une grande partie de son territoire. Donc les malheurs des Syriens n'en sont qu'à leur début et il y a également des velléités turques de regarder. On a toujours évidemment des risques en Arménie, en Géorgie, enfin dans toutes les régions et évidemment dans tous les pays du monde et en particulier en ce moment l'Iran. Là aussi Donald Trump essaie d'avancer sur des négociations et calmer les velléités de Netanyahou. Je vous rappelle juste qu'avant de prêter le serment, Donald Trump était très satisfait du cessez-le-feu à Gaza et il voulait que ce soit un cessez-le-feu durable. Il parle souvent de sauver les vies en évoquant le nombre de vies perdues en Ukraine, mais il ne fait jamais le parallèle avec Gaza, ce qui montre bien la puissance de Netanyahou et des gens qui tournent autour de Netanyahou, dont évidemment, comme toujours, le président français Macron, mais qui a l'habilité de faire croire à une grande partie des gens qu'en fait il est contre Netanyahou, parce que de temps en temps Netanyahou se plaint de phrases de Macron, alors qu'en réalité tout ça c'est du théâtre. C'est du théâtre comme le théâtre, quand on essayait de faire croire qu'en réalité le pape François n'aimait pas Emmanuel Macron, il l'a rencontré 6 fois, il n'y a aucun autre chef d'État qui l'a rencontré aussi souvent, il est venu en France et il n'a jamais rien dit par rapport par exemple à l'IVG dans la Constitution. Donc voilà, introduction dans laquelle je n'oublie pas de vous recommander de vous abonner à mon Substack, en particulier à la lettre que j'ai publiée aujourd'hui. Vraiment, je vous invite à la lire. Tout ça, c'est toujours gratuit, c'est accessible, mais évidemment, certains d'entre vous peuvent voir l'altruisme et la générosité et l'importance de mon travail et décider de prendre des formules payantes. J'essaie de l'expliquer régulièrement. Voilà, j'ai du mal à avoir de l'écho par rapport à ça, puisque beaucoup, comme c'est gratuit, en profitent et vont payer des abonnements
dont ils n'auront ni aucun plaisir à recevoir des alertes, etc. Parce que vous êtes maintenant des milliers à lire quasiment dans l'heure mes lettres quand elles arrivent dans votre boîte aux lettres. Alors que je suis sûr que d'autres abonnements que vous payez, vous vous rendez compte petit à petit qu'ils ne vous servent à rien, qu'au contraire, ils vous font beaucoup de mal et ils ne présentent aucun intérêt pour vous permettre de vous libérer. Parce qu'encore une fois, le mensonge, la manipulation de certains, alors soit c'est parce que ce sont des gourous, soit c'est parce qu'ils vous inondent de tas de pièces de puzzle d'informations, mais qui ne vous permettent pas de comprendre la réalité de ce qui se passe. Et j'en parle également régulièrement dans des lettres et dans des vidéos. Il va falloir vraiment que vous protégiez de ça et que vous écoutiez essentiellement des personnes qui vous permettent de prendre du recul par rapport à la télé et de reconstruire le puzzle de cette actualité qu'on vous donne de façon parcellaire, qui devient une énigme, c'est-à-dire vous avez l'impression de comprendre les petites pièces, mais vous ne savez pas à quoi ressemble le puzzle entier, et donc ça crée du stress, ça crée de la peur, et ça ne libère pas. En tout cas, les échos que j'ai eus de cette conférence de Marseille sont de Soissons sont extrêmement positifs, puisque même les organisateurs m'ont dit que c'était une des rares fois qu'il n'y avait pas la moitié des personnes qui commençaient à s'endormir pendant la conférence, parce que beaucoup de conférenciers racontent tout le temps la même chose, ils viennent avec les mêmes documents, ils ont leur PowerPoint, leurs slides, etc. Et finalement, c'est extrêmement décevant, surtout quand on fait des centaines de kilomètres. Ce n'est jamais mon cas. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, à nouveau, vous ne l'avez pas entendu. Évidemment, il y a des thèmes qui peuvent revenir ponctuellement, mais c'est toujours une analyse qui prend un angle différent, mais qui permet d'appréhender des choses, et finalement, vous savez, un peu comme par petites gouttes d'eau, par homéopathie, eh bien, j'espère qu'un certain nombre d'entre vous vont réaliser que le diable existe, qu'il est présent sur Terre. Benoît XVI l'avait dit, il l'avait répété. Et juste en parlant de revenir sur Trump, n'oubliez pas que même si peut-être au niveau du vote, il aurait gagné, entre guillemets, en 2020. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Biden qui a été au pouvoir. Il n'avait aucun contrôle sur le Pentagone, ni sur des généraux, ni sur quoi que ce soit. Tout ça, c'est des gens qui sont complètement malades. Il faut bien comprendre que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont riches, qui sont idiots. Il y a des gens qui sont puissants, qui sont idiots. Il y a des gens qui accèdent à des postes de pouvoir qui sont des débiles profonds. Il y a des gens également dans les médias, etc. C'est partout pareil. Mais aux États-Unis, d'une certaine manière, c'est plus caricatural qu'ailleurs. Ce sont des choses qui n'arrivent pas, par exemple, ni en Chine, ni en Russie. Et tant mieux, parce que sinon, je pense que la situation du monde aurait dégénéré depuis très longtemps. En tout cas, profitez de cette vidéo. Si vous avez envie que je vous aide à découvrir du bon miel, contactez-moi pour le miel. Pensez à vous abonner à Substack. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous avez également des liens qui apparaissent en bandeau sur les images de la vidéo. Vous pouvez faire également des dons PayPal, des dons Litchi. Vous avez toute possibilité. De toute façon, vous pouvez me retrouver sur X, vous pouvez me retrouver sur YouTube comme là, vous pouvez me retrouver sur Substack, vous pouvez me retrouver également sur Telegram. Tous ces médias pour l'instant existent. Je sais qu'en ce moment en Angleterre, il y a des attaques de plus en plus fortes sur les médias. On va voir quand tout ça va s'abattre sur nous. Et sur la couverture de la vidéo, je marque Macron porte plainte, parce que parfois je crains qu'on rentre de plus en plus dans un état policier, dans un état où le pouvoir en place va être de plus en plus sévère pour museler toutes les voix, toutes les dissidences. En tout cas, passez un bon moment, merci de partager, merci de liker, et je vous dis à très bientôt. Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done,
this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations. Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie? Alors bonjour à tous. C'est aussi, enfin moi c'est la première fois que je viens ici et c'est la première fois que je fais une conférence dans une bergerie. Alors ça m'inquiète. Ouais, ça m'inquiète parce que qui dit bergerie dit mouton. Et bon courage. Ouais. Donc j'ai senti un peu le piège. Et d'ailleurs j'ai l'impression que les loups sont en retard à cause de ça. Et voilà, non, je suis très content. Je ne connais pas vraiment l'Aisne. Et tout ce que j'ai vu m'a paru très beau dans le train vers Soissons. Je connais un peu la Champagne. Enfin, on est en Picardie ici, mais je connais plus le côté Somme. Mais voilà, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, parce que je remettrai la vidéo en ligne, on est dans une bergerie près d'un magnifique étang. On peut dire que c'est un étang. Voilà, il y a plein de possibilités pour les gens de venir passer des week-ends ici s'ils réussissent à venir amis avec la famille qui organise les réunions. Et la salle est presque pleine, mais semble-t-il vous avez déjà été 2 fois plus nombreux avec des gens debout se battant pour avoir un des derniers livres dédicacés. Alors moi je suis venu avec du miel comme d'habitude, donc je vous en parlerai peut-être à un moment ou un autre. Je sais jamais ce que je vais dire avant une conférence, parce que au cas où ça vous a échappé, mais depuis quelques années, depuis 5 ans, le monde est devenu complètement fou. Mais à un point, c'est-à-dire le monde a toujours été un peu fou, c'est ce qui le rend génial, parce que c'est une caractéristique de l'être humain en fait, on n'est pas parfait, donc on a des défauts et ces défauts sont plus ou moins exacerbés selon les personnes. Mais là, on a l'impression qu'on a pris une direction qui est particulièrement inquiétante. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 2000, je suis un peu sorti de ce qui était la voie qui était, entre guillemets, la mienne, pour écrire, répondre à des interviews, parler en conférence. Alors, c'est pas... J'en fais pas beaucoup en fait, j'en ai fait 2 cette semaine, mais j'en avais pas fait depuis quelques mois. Pas que je souhaite pas en faire, mais je m'inscris pas dans un système de choses un peu mécaniques en fait, comme si il faut faire 4 conférences par mois, tel nombre de choses, etc. Je gardais un côté très libre dans ce que je fais. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu un coup de fil d'Élise qui me dit voilà, bonjour, ma famille, on organise des conférences, est-ce que vous voulez venir?
C'est Aurélien qui m'a donné vos coordonnées. Donc Aurélien, c'est Zoé Sagan. Alors moi, je trouvais qu'elle avait une voix sympa. Donc je me suis dit, la voix au téléphone, ça donne une petite idée de son interlocuteur. Donc voilà, donc je suis là, ravi, mais je ne sais pas quoi vous dire. Alors, deux possibilités. Soit je démarre en vous parlant un peu de l'actualité, puis ça va partir dans une direction que j'ignore. Soit vous avez, pour commencer, des questions vraiment importantes, auquel cas vous posez une, deux, trois questions, j'y réponds, et puis de là, en fait, par ricochet, voilà, j'ai fait ça, une conférence récemment à Marseille, les gens ont adoré, et la conférence était en ligne, et elle en est à 12 000 vues, où les gens regardent en moyenne 1 heure, donc ce qui est énorme sur... donc ça crée. Donc, mais d'habitude, je peux vous parler de Léonard de Vinci, enfin un peu de ce qui vous intéresse. Donc voilà, là je préférais, si vous avez des questions, qu'on commence comme ça. Et si personne n'a de questions, ben, je vais commencer sur ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe ce week-end. Et puis je vais détricoter en fait le monde dans lequel on vit, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié en fait. On a l'impression que telle et telle chose est séparée, que le Covid, ça n'a rien à voir avec le Donbass, qui n'a rien à voir avec Gaza, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afrique, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe... En fait, si, tout est lié. Tout est lié à une période très particulière. Comme je vous disais, les choses s'accélèrent. Et la mort du pape est un moment un peu important dans ce cycle. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ? Je savais qu'il fallait pas venir dans une bergerie. Non, il n'y a pas de question en fait, il n'y a pas un sujet... En ce moment même, il y a les obsèques du pape. Ouais. Donc il y a un bruit qui circule qu'il serait mort à la suite de l'entretien de J.D. Vance, qui l'a un peu bousculé, contrarié, qui lui a fait faire un AVC. Non mais je note, mais j'ai vu d'autres mains se lever. Non mais je vais en parler. J'ai vu ça sur internet hier ou avant-hier. Je vais en parler. Il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Ça sera possible, à votre avis, que vu son âge, 88 ans, s'il est contrarié comme ça, s'il est bon, parce qu'il savait que les deux ne s'entendent pas, il peut faire un AVC. Je vais répondre différemment à votre question, mais on arrivera à ça. Il y avait une autre question. Oui. Alors, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a encore un moment, peut-être un peu avant que ce qu'on pense. Mais est-ce qu'on n'est pas parti pour avoir quelqu'un de pire que lui? Peut-être mieux, peut-être pire. Pire que lui, c'est difficile. En place. Bon, bah, c'était un peu dans pire cette... que lui, c'est difficile. Dans cet angle que je vais répondre. Ouais. Oui, en fait, moi j'aimerais bien que vous creusiez ce que vous avez dit en introduction. On a un petit peu échangé avant le début de la conférence, et vous nous avez dit que pour vous, ce qui se passait actuellement en Palestine était le point nodal de la situation globale mondiale. Donc j'aimerais bien que vous creusiez cela, d'autant plus que, alors c'est pas mon cas, mais beaucoup de gens autour de moi ne font pas le rapport entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe chez nous, et ont tendance à dire après tout c'est leur affaire, qu'ils se démerdent. Donc, si vous pouviez nous apporter votre éclairage. Alors, je vais commencer avec les papes. Donc, et puis après, effectivement, c'est mon cheval de bataille, en fait, ce que vous venez d'exprimer. Donc, le pape François, c'était le 226e pape. Depuis Pierre, il y a eu 226 papes. Alors, 266.
226, mais peut-être 266. Mais maintenant, on lit le 267. Donc Saint Malachie, en fait, a listé tous les papes d'avant sa vie. Donc il était au XIIe siècle. Et ceux d'après, en fait. Et la liste s'arrête avec François. Donc vous vérifierez si c'est 266 ou 226. Ce qui n'est pas très important, c'est que le nombre exact tombe sur François. Et alors, évidemment, dans notre existence, aux uns et aux autres, suivant notre âge, on a vécu quelques papes, en fait. Donc moi, mes souvenirs, ils démarrent véritablement avec Jean-Paul Ier, parce que c'est un pape très particulier qui vit très peu longtemps, 33 jours. Et Saint Malachie, en fait, dans sa liste, parle, pour ce pape-là, d'un pape qui régnera le temps du Christ, en fait. Et or, le Christ est mort à 33 ans, et lui a régné 33 jours. Et donc, à ce moment-là, en fait, les gens se réintéressent beaucoup à Saint Malachie et regardent en arrière, parce que pendant longtemps, dans l'Église, les gens croyaient que c'était une liste apocryphe faite au XVIe siècle pour avoir un impact sur les élections de papes. Donc c'était des faux documents attribués à Saint Malachie qui étaient arrivés dans l'Église pour influencer les évêques, en se disant, bah tiens, et donc les personnes avaient décrit les papes précédents et qui avaient commencé à décrire les papes suivants en fonction de cardinaux qu'ils avaient envie de voir élire. Et il se trouve que les cardinaux en question, à l'époque de la liste, ont été élus. Donc il y a beaucoup de gens qui en avaient déduit que c'était pas très sérieux. Sauf que on est sûr que c'était au XVIe siècle, entre le même document qui n'a pas changé. Et ça ne s'est pas trompé depuis cette époque-là. Et donc, il y a beaucoup de prophéties qui annoncent Fatima, etc., qu'à un moment, la religion catholique arrête et que derrière démarrent les temps de l'Apocalypse, donc tribulation, révélation, apocalypse en fait. Comme l'écrit Saint Jean, mais qui n'est pas seul, Saint Luc, etc., ont des visions de cette époque. Et, en fait, je vais revenir un peu en arrière parce que dans Saint Malachie, il dit qu'à un moment, ce pape, il n'est pas seul à régner en fait. Il y a un pape blanc et un pape noir. C'est-à-dire au moment du dernier pape, en fait, il y a un duo. Et vous vous rappelez qu'en fait, le pape François, il est élu, mais alors qu'il y a un autre pape, Benoît XVI, qui est toujours vivant. Et Benoît XVI, si vous vous rappelez comment ça s'est passé, c'était un pape théologien. Et donc c'est important parce que d'abord c'était cardinal Ratzinger, un Allemand, et donc c'est un théologien, ça veut dire que c'est un pape qui s'intéresse particulièrement au texte sacré, donc Bible, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, donc les évangiles, il revient en fait quelque part, il remet un peu en cause Vatican II en fait, c'est-à-dire que pour lui la source de tout c'est les textes d'origine et toutes les modifications qui sont intervenues après, peut-être qu'il les remet en cause. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et je vais revenir après un petit peu en arrière, mais pendant cette période, parce qu'il est mort le 31 décembre 2022, donc je crois que c'était le 15 mars 2013, mais il faudra vérifier, je n'ai pas... j'ai pas vérifié avant de venir, mais François est nommé. Donc lui est plus pape, entre guillemets, il devient pape émérite, et il est isolé avec comme un vœu de silence en fait. Il prend plus la parole publiquement, il s'exprime plus publiquement, mais il part avec la personne qui était un de ses vicaires en fait, qui le suit, et il va écrire en fait sa biographie. Donc il était très proche de lui. Et il explique dans la biographie que le pape Benoît XVI rêvait pas de devenir pape,
il rêvait d'être le bibliothécaire du Vatican. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être vu le film Le nom de la rose. Donc Le nom de la rose, ça se passe à l'époque de l'Inquisition, et on est dans une abbaye avec des moines, donc c'est une vie un peu spéciale, et dans cette abbaye, il y a des livres légendaires. Et vous vous rappelez, il y a Sean Connery qui rêve de savoir où est cette bibliothèque, mais en fait, surtout, lui, il est envoyé, c'est un jésuite, comme François, pour comprendre pourquoi il y a des moines qui meurent. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent étudier des textes dans cette abbaye, ils meurent. Et si vous vous rappelez, ils meurent parce que ils mettent du cyanure au coin des pages et ils se lèchent les doigts et ils meurent, en fait. C'est-à-dire, plus on lit les livres considérés comme dangereux, plus on meurt vite, en fait. Et puis il y a un incendie qui est déclenché un peu par hasard, et ce qui permet à Sean Connery de découvrir qu'en fait dans la bibliothèque il y a plein de livres légendaires mais interdits. Un livre sur l'humour, un livre sur, des livres qui étaient cachés par l'Église. Mais ce qu'on sait, et ce que savait Benoît XVI, c'est que dans les caves du Vatican, il y a des livres auxquels même les papes n'accèdent pas, que seul le bibliothécaire du Vatican peut voir, en fait. Donc il y a plein de niveaux hiérarchiques, et il y a des livres, des documents sacrés, des choses pas forcément exactes, hein. Ça peut être, vous savez, c'est comme les reliques, parfois c'est contesté. Il y a des gens qui disent que le Saint-Suaire, c'est vraiment dedans que le Christ a été mis après sa mort, donc au tombeau, et d'autres qui disent que c'est pas vrai. Moi, je crois que c'est vrai, mais bon, c'est mon avis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est faux. Mais c'est pareil pour des textes, en fait. Les textes réapparaissent longtemps après. Il y en a qu'on croit connaître, mais qui ont été fortement influencés, et j'en parlerai avec les livres religieux, hein, le Talmud, qui est un livre juif, mais qui a été écrit entre le 2e et le 6e siècle et qui a beaucoup d'influence, qui n'a rien à voir avec la Torah, qui date d'avant. C'est comme le Coran et les hadiths, c'est comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est beaucoup de choses qui parfois résonnent positivement ou sont en contradiction. En tout cas, toujours est-il que François voulait être le bibliothécaire. C'est son rêve. Il voulait prendre sa retraite, entre guillemets. Benoît XVI, pardon. Benoît XVI voulait être et il voulait pas lui donner ce poste. Parce qu'il savait qu'il voulait pas être bibliothécaire pour protéger, entre guillemets, le sacré. Il voulait pour aller lire les livres. Il voulait savoir ce qu'il y avait dedans, puisque personne ne savait, à part celui qui devenait le bibliothécaire. Donc a priori, un peu comme dans Le Monde de la Rose, ils ont choisi un qui voit plus beaucoup, qui a pas trop de mémoire, enfin, qui va jamais y aller avec un appareil photo pour... ça vous paraît bizarre, hein, ce que je dis, mais c'est exactement... il faut lire la biographie pour... Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il croyait au diable. Et il pensait que le diable était là. Il était sur Terre, il était en train de s'incarner. Et donc il le disait, il l'exprimait. Et il l'a exprimé, y compris dans des lettres qu'il continuait à avoir avec des personnes avec qui il correspondait. Et il évoquait le fait que le diable, selon lui, était présent sur Terre à notre époque. Ce qui est, en réalité, il est toujours présent, mais là, il disait qu'il était incarné. C'est-à-dire, le diable avait pris possession, et donc c'est extrêmement troublant. Donc, on a un pape qui croit qu'il y a des choses secrètes, hein, et qu'il a envie de les étudier pour comprendre un peu, peut-être... Des discours ambigus. Alors quand on évoque évidemment Léonard de Vinci, on pense à la Seine, et dans la Seine, Léonard de Vinci décrit
dessine, peint quelque chose qui est plus que préoccupant pour l'Église et le discours de l'Église, c'est que Jésus et Marie-Madeleine pourraient être proches en fait. Il pourrait y avoir une proximité entre Jésus et Marie-Madeleine. Et il y a plein de thèses qui prolongent ça en pensant que d'un regard, Jésus aurait pu, si Marie-Madeleine descendait, était pareil, il était lié à certaines liens de sang, entre guillemets, un peu comme Marie, un peu comme la mère de Léonard de Vinci, etc. Il y aurait des personnes qui, d'un regard, peuvent féconder quelqu'un. Silence. Mais j'y reviendrai. Et sinon, il faut regarder, j'ai fait une conférence vraiment sur ce sujet de Léonard de Vinci. Et ce pape, donc, il est en train de toucher à plein de choses interdites. Et il inquiète beaucoup de gens très puissants dans le monde. Théologiens. Parce que il faut bien imaginer que quand vous êtes une religion, si vous remettez sans cesse en cause les textes sacrés de votre religion, le message que vous envoyez, c'est qu'elle est imparfaite. Parce que, en principe, elle ne peut pas se tromper, en fait. Tout ce qui est véritablement dit dans les livres devrait être immuable. Donc si vous remettez en question, c'est que vous doutez de la parole du Christ, ou donc de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'un théologien, c'était intéressant, c'est qu'il allait recentrer les choses sur l'essence même de cette religion qui est encore aujourd'hui la religion qui représente le plus de monde sur Terre. C'est-à-dire les chrétiens, donc orthodoxes, catholiques, puis un peu les autres ramifications, sont les plus nombreux en fait, plus que les musulmans, à l'échelle de la planète. C'est la seule religion qui a eu des religions qui arrivaient derrière elle et qui est restée la plus importante. Parce qu'en principe, quand les religions se succèdent, les suivantes vont les phagocyter en fait, mais pas pour la religion chrétienne. Et donc là, il y a une guerre qui commence. Et elle commence, comme souvent, sous la ceinture. Donc le pape se retrouve indirectement mêlé, soupçonné d'avoir protégé des actes de pédophilie. C'est-à-dire c'est l'époque où ça devient assez commun d'évoquer ça. Et il est un peu sali, mais il ne réussit pas à le toucher parce que c'était assez insoupçonnable d'avoir fait ça. Mais dès que vous soupçonnez, enfin vous accusez plus ou moins quelqu'un, déjà vous commencez à le salir. Mais il résiste. Il ne veut pas démissionner. Parce qu'ils veulent absolument le faire démissionner. Et en plus, comme dans Saint-Malachi, il faut qu'il y ait 2 papes à ce moment-là, il y a quand même des gens qui veulent qu'il y ait 2 papes à ce moment-là. Est-ce que Jean-Paul Ier a été empoisonné le 33e jour, comme c'est évoqué dans le Parrain, une tasse de thé, etc., etc. On ne saura jamais, mais c'est assez fascinant de voir ça, un peu comme l'anecdote que vous évoquiez avec J.D. Vance, j'y reviendrai. Et donc, ça suffit pas à le faire démissionner. Il veut pas démissionner. Et il comprend hein, l'enjeu de ce qui se passe. Et en plus, lui est le premier pape qui veut recréer des ponts avec les orthodoxes. Et donc avec la Russie, l'Ukraine, la Vierge, donc vous savez, Bernadette des Soubirous, mais aussi Fatima, comment relier en fait les religions et éviter qu'il y ait cette guerre en fait entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, pour simplifier, qui est anticipée dans pas mal de prophéties. Et là, Obama coupe le SWIFT pour le Vatican. Donc le SWIFT, vous avez entendu parler, hein, l'Iran privé du SWIFT, la Russie
à partir de 2022. Donc l'Église de Rome, sa force, c'est la Banque du Vatican en fait, avec laquelle l'argent circule. Et ça représente beaucoup d'argent, mais quand elle est coupée du SWIFT, elle n'a plus aucune autonomie, plus rien du tout. Et là, il tient 4 jours. 4 jours, et il démissionne. Et alors, on explique qu'il est vieillissant, que ceci, que cela. Donc vous avez bien vu qu'il n'était pas du tout vieillissant, puisque il quitte sa charge en 2013 et il meurt le 31 décembre 2022. Donc il était franchement quelqu'un qui est à l'article de la mort. 9 ans, c'est pas mal d'années pour. Donc il était bien. Et en revanche, on fait passer le message que celui qui va devenir François, c'est un peintre argentin, un ex-jésuite argentin, ce qui est interdit dans l'Église, puisqu'un jésuite ne peut pas être pape, par construction, parce que les jésuites, c'est une confrérie de l'Église, mais qui est plus scientifique que théologienne, en fait. Donc c'est pas compatible. On peut pas... Enfin si, quand on monte très loin dans le niveau scientifique, on recommence à croire en l'existence de Dieu, mais un peu comme Einstein, etc., qui à la fin croit en Dieu, au Christ, et à la fin de sa vie. Mais en tout cas, c'est pas permis. Et les papes, parce qu'il y en a un chez les jésuites, ce sont des papes noirs. Et le pape du Vatican, c'est un pape blanc. Et donc, ils vont les lire en disant, il faut reprendre les articles de cette époque, vous verrez, c'est fascinant, qu'il a eu plein d'opérations, qu'il est pas en bonne santé, etc. Et donc, ça va être un pape de transition, mais qui devrait tenir 2-3 ans. Et puis, c'est bien parce que il est très proche des jeunes, c'est... l'Amérique du Sud, donc entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est 2 continents dans lesquels il y a beaucoup de catholiques. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est des continents dans lesquels il y a beaucoup de catholiques, du Mexique à l'Argentine, mais qui choisissent des présidents qui sont pas du tout catholiques en fait, puisque la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, est juive, et le président d'Argentine, qui est un pays où il y a 85% de catholiques, il se revendique pas catholique, et il est quand même à l'enterrement du pape, mais il se revendique juif. Donc, donc c'est intéressant de voir en fait ce basculement des religions. Et donc, il est élu relativement facilement, et donc il devient le pape François, et un de ses premiers actes, qui montre bien que tout ça est très piloté par les Américains, qui surveillent de très près, alors est-ce que c'est les mouvements sionistes américains, est-ce que c'est les évangélistes américains, est-ce que c'est les mormons, est-ce que c'est... En tout cas, c'est Obama qui est à la manœuvre, et ce pape donc, est élu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre McKinsey pour s'occuper de la communication du Vatican. Et il va prendre KPMG pour s'occuper de la comptabilité du Vatican. Alors, c'est très intéressant parce que ça, vous verrez, c'est assez fascinant. Vous allez trouver ça sur Internet. 2013, dans la foulée de son élection, c'est la couverture des journaux. Le pape prend McKinsey pour la... Enfin, vous voyez, le prédécesseur, c'était un théologien. Enfin, l'Église, elle est largement assez grande pour se communiquer elle-même, et elle n'a jamais eu besoin de personne. Et là, ils prennent McKinsey. Donc, si vous vous rappelez les déclarations du pape François, le vaccin est un acte d'amour, ça sonne McKinsey. Enfin, vu le rôle qu'a eu McKinsey partout dans le monde pendant le Covid. Et encore une fois, quand je dis McKinsey, ça c'est vraiment important, je ne parle pas des salariés de McKinsey, parce qu'eux, ils utilisent leur intelligence au mieux pour bien faire leur boulot. Ils n'ont pas forcément conscience d'être dans un mécanisme d'horloge plus grand. Mais pourtant, dans tous les pays du monde, ils utilisaient la même stratégie au même moment. Et ça, c'est assez intéressant, parce que une grande boîte comme McKinsey,
Elle a des associés dans les pays qui vendent des missions aux États, à des grands groupes, à des ONG, mais elle a quelque chose dans son cœur qui s'appelle le McKinsey Institute. Et le McKinsey Institute, c'est là où ils font ce qu'on appelle la capitalisation des savoir-faire et après le partage des savoir-faire. Donc dès qu'il y a une mission importante ou qu'il y a un process ou une méthode ou un événement en fait qui se passe dans un pays où ils apprennent à appréhender cet événement, ben, ils capitalisent au mieux et comme ça la fois suivante où il y a quelque chose qui se rapproche de ça, eh bien ils peuvent aller plus vite puisqu'ils ont déjà, c'est comme un médecin qui apprend à réduire une fracture. En fait, une fois qu'on l'a fait, ben, c'est dans les bouquins, voilà comment il faut faire, et après c'est plus facile, et puis il y a quelqu'un d'autre qui améliore la technique, et puis au bout de plein de générations, ben, on sait bien réduire les fractures, opérer une anesthésie, une appendicite, mais à une époque on avait des grosses cicatrices, et maintenant on a à peine 2 petits trous. Enfin, c'est pareil dans les cabinets de conseil. C'est comme les médecins, c'est comme dans tous les métiers, ils améliorent la technique au fur et à mesure. Et alors vous dites, mais pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, le patron de McKinsey Institute, il est le petit-fils de la personne qui a écrit Dracula, qui s'appelle Abraham Stoker, et qui lui-même a écrit Dracula à Londres. Et c'est très intéressant Dracula parce que ça nous amène au Khazar. Et Dracula, c'est une manière de nous éloigner, entre guillemets, des Khazars qui sont en réalité des guerriers assoiffés de sang qui étaient dans la région de l'Ukraine et qui s'étaient mis à tuer de façon extrêmement barbare, qui étaient même supposés avoir signé un pacte avec le diable, et c'était côté vie éternelle, le sang. Mais eux avaient une caractéristique particulière, c'est qu'ils tuaient leurs ennemis, ils vidaient le sang dans des tonneaux. Quand c'était les familles royales ou les chefs, bah, ils buvaient le sang, ils commençaient par les parents et ils finissaient par les enfants, et il paraît que voilà, le sang terrifié, enfin ça crée un truc, pas vraiment l'adrénaline, mais quelque chose comme ça. Et donc, lui écrivait ça pour faire un Dracula qui était un personnage un peu aristocrate, comme on voit dans les livres, qui suçait le sang des mininettes, alors que là, on avait des personnes qui utilisaient le sang pour terrifier leurs adversaires, et à tel point qu'en fait, ils faisaient des boucliers avec des os, avec la peau, et avant de combattre, ils trempaient les boucliers dans des tonneaux de sang, et ils étaient appelés les boucliers rouges. Sauf que c'était une région germanique, et en allemand, en fait, bouclier rouge, ça se dit Rotes Schild. Rotes Schild. Rotes Schild. Et donc, parce que tout se recoupe, en fait, vous allez voir. Et il y a une famille au XVIIe siècle en Allemagne, dans la région de Francfort, qui s'appelle Bauer, et qui décident d'envoyer leurs enfants pour étendre leur empire financier qui est devenu grand là-bas, mais ils changent de nom en fait, et ils s'appellent Rothschild. Et Rothschild, c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que si on étudie ça avec un peu de, comment dire, de curiosité, on se dit pourquoi est-ce qu'ils ont changé de nom, pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce nom-là, et est-ce que c'est pas un signal qui est envoyé de... Ça ne veut pas dire du tout que les Rothschild sont comme ça. Dans une famille, comme dans vos familles, vous pouvez avoir des gens qui sont très patients, très nerveux, très studieux, gentils, altruistes, voleurs, etc. Mais est-ce que c'était pas une manière de dire, ça y est, on a atteint un niveau de puissance qui est tel qu'on est prêt à conquérir le monde? Donc la City de Londres, les grandes places financières, etc., avec un nom
qui sera reconnu par tous les héritiers, entre guillemets, de ces khazars qui n'ont pas été terrassés par les Russes. Puisqu'en fait, les Russes, tout ça c'est lié au pape, hein. Je ne me suis pas éloigné. Hein. Et les Russes contrôlaient cette région, en fait, les empereurs russes, là où se développent les khazars, donc dans des zones où on parlait l'allemand, enfin... sauf que comme ils font tellement d'exactions, ils leur demandent de changer de religion, de prendre une religion, et ils leur disent, vous devez choisir entre la religion catholique, enfin, orthodoxe ou voilà, chrétienne, la religion musulmane, donc au 5e siècle, c'est juste après la naissance de la religion musulmane, ou la religion juive. Et ils choisissent la religion juive, les Khazars. Tout ça c'est documenté, hein, c'est pas du tout inventé. Il y a des livres, des thèses, c'est vraiment quelque chose qui est très documenté. Et donc c'est intéressant de savoir que la religion des élus, en fait, qui est censée être une religion héréditaire, pas du tout prosélyte, c'est possible politiquement de la rejoindre. Et c'est vraiment important, puisque donc ils deviennent juifs, alors un peu, pas tout à fait selon les préceptes de la religion juive, ils adaptent ça petit à petit, en fait. Ils reprennent des écrits qui commençaient eux-mêmes à développer pour créer leur propre religion, donc le fameux Talmud, qui font évoluer pour essayer de le connecter beaucoup plus à la Torah, et parce qu'il y a un bouquin tardif en fait, le Talmud, et donc il faut lire, qui est très violent en fait, hein. Souvent les gens disent mais lisez le Coran, dans le Coran il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de violence, etc. Je vous défie de trouver de la haine et de la violence dans le Coran, il n'y en a pas. Il y en a dans les hadiths, dans l'interprétation du Coran. Alors que dans le Talmud, il n'y a que ça, il faut faire cuire et bouillir Marie, Jésus-Christ dans de la merde, enfin, mais tout ça c'est... Après c'est des traductions, donc ça peut être un peu plus exagéré selon qu'on veut dénoncer ou pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de haine pour la religion chrétienne. Et c'est normal d'ailleurs, puisqu'il y a eu le Christ était crucifié à Jérusalem, hein, pas ailleurs en fait. Et donc, Mackenzie est connecté à ça, est connecté au pape, et commence à gérer la communication du Vatican. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce pape, hein, au-delà du fait qu'il a offert des Kinder Surprise à Vance, ça m'a au moins autant marqué que la cravate jaune qu'avait Vance, parce qu'au Vatican, ils ont quand même des chocolatiers, ils ont beaucoup de traditions, donc Kinder Surprise, ça a beau être italien, c'est pas véritablement un cadeau pour un pape, en fait, c'est très anachronique. Hein. Mais pendant ce règne du pape, il a pris des positions très fortes sur le Covid. Or, si vous vous rappelez, Jean-Paul II, que beaucoup de gens, moi j'aimais plutôt bien Jean-Paul II, lui a jamais sorti du fait que l'Église n'avait pas à se positionner sur des questions de santé publique ou médicale. Et j'insiste là-dessus. Donc c'était le fameux préservatif, la contraception, etc. Donc l'Église refusait de recommander l'usage du préservatif en Afrique, où le sida était très répandu, parce que pour eux, l'acte, enfin c'est Dieu qui va décider en fait, si vous tombez malade, pas malade, etc. On va avoir un enfant, pas d'enfant, etc. Et là on a un pape qui demande quasiment des QR codes dans les églises en fait, pour avoir le droit d'aller dans l'église. Donc on est vraiment, enfin pour moi c'est quelque chose d'extrêmement bizarre. Mais également c'est un pape qui prend des positions sur les flux migratoires. Donc, on est
on sort du rôle spirituel pour un rôle très politique. Que le pape dise qu'une fois que quelqu'un est chez nous, il faut être hospitalier, il faut, etc. Mais qu'ils disent que c'est important d'organiser les flux parce que c'est compliqué quelque part et que c'est bien ailleurs, il est beaucoup plus en ligne avec les gens comme Soros ou autres qui organisent des filières depuis la Libye, par Lampedusa, avec tous ces bateaux, vous savez, qui attendent que les navires chavirent pour arriver et puis pour ramener. Donc c'est très intéressant de se dire, tiens, c'est un pape qui a quand même un bilan troublant en fait, ou troublant. Je ne remets pas en cause l'homme, parce que l'homme, comme n'importe quel homme, il peut être influencé. Donc si vous avez autour de vous des gens qui communiquent et qui réussissent de façon très intelligente à vous convaincre d'aller dans une direction, parfois enfin voilà, c'est assez collégial en fait. Donc parfois il prend une décision courageuse et puis parfois il va accepter d'aller dans une direction qui n'est pas forcément celle qui est compatible avec sa charge. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus troublé avec ce pape en fait. C'est sa relation avec Emmanuel Macron. Donc il faut bien savoir que la France est la fille aînée de l'Église. Donc c'est pas rien d'être appelé fille aînée de l'Église pour un pays. Si vous vous baladez en France, vous allez comprendre tout de suite. Il y a des églises partout. Il y a des cathédrales partout. C'est-à-dire qu'en fait, la France, elle est structurée pour que on puisse faire sonner des cloches à Paris et quasiment en 15 minutes, par ricochet, on ait des cloches qui sonnent à Marseille. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, quand ils veulent s'avertir d'une guerre. Et la cloche, c'est un média génial. Donc la France, elle était capable de communiquer entre ses cathédrales, ses églises, etc. Partout. La joie, le bonheur. Là, quand le pape est mort, toutes les églises de France sont mises à sonner. Et même si un curé n'était pas au courant, le fait qu'il entende les 3 cloches des villages voisins sonner, il comprenait qu'il s'était passé un truc, il allait allumer la radio, comprendre qu'il fallait aussi qu'il fasse sonner sa cloche. Mais pourtant, on est le pays qui a décidé de mettre l'IVG dans notre constitution. Je ne sais pas si vous réalisez, dans la constitution française, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes, je suis désolé, mesdames, que l'IVG, qui n'est pas en danger en France. Mais que le pape ne se soit pas exprimé sur ce sacrilège, parce que l'IVG, c'est quand même une solution d'exception, c'est pas un moyen contraceptif, c'est quelque chose qui... si vous regardez un embryon, enfin, c'est 2 vies qui s'unissent, qui commencent à se développer, etc. C'est une décision qui est très grave. Je sais, on a vu avec l'affaire Palmade, qu'en France, on considère que le bébé existe s'il a respiré. Donc, Palmade, ils ont décrété que le bébé, qui était tout à fait viable, n'avait pas respiré. Donc, c'était pas un assassinat. C'est incroyable. Imaginez la mère, vous lui dites, elle sent son bébé depuis des mois, elle sent qu'il se développe, mais elle sent les mouvements de bras, etc. Elle sait très bien que si elle avait fait une césarienne, le bébé était viable, et on lui dit, ben non, en fait, t'as pas perdu d'enfant. Et c'était... Et donc, maintenant, on légalise l'euthanasie. Et ce pape était très proche. Enfin, il faut regarder les images de lui avec Macron. Il y avait quelque chose de... Enfin, quand il va à Marseille, Macron le prend par le bras. C'est un peu comme la reine d'Angleterre. Le pape, on ne le prend pas comme sa copine, quoi. Ouais, il n'avait pas de talons, lui. Mais... Non, mais vous avez vu les images ce matin du couple Macron à Saint-Pierre-de-Rome. Enfin, je ne connais pas l'âge exact de Brigitte Macron. Il y a des doutes. Mais elle était habillée tout en noir, ça c'est sûr, sauf qu'elle avait des talons comme ça, et elle avait une jupe au-dessus du genou. Donc vous demandez à n'importe quelle
personne, enfin, on va pas avec une jupe au-dessus du genou dans une église. Il n'y avait rien qui dépassait sous la jupe. Non mais ça se fait pas en fait. C'est pas le lieu en fait. Et à un certain âge, les femmes mettent plus de jupe au-dessus de leurs genoux. C'est juste. Puis pour un événement comme ça, on le fait pas. Donc c'est toujours cette idée de provoquer. Mais quoi qu'il arrive, le pape est mort. Il y a des images qui circulent qui sont un peu troublantes où on voit, parce qu'il aurait eu une rupture d'anévrisme et crise cardiaque. Parce qu'en réalité, vous savez, maintenant, vous pouvez faire vivre quelqu'un dans un état végétatif longtemps. Donc, comme la veille, il était en réunion, en audience publique avec le vice-président américain, qui est récemment converti, qui était en chemin vers l'Inde et qui se dit c'est le week-end de Pâques, je vais rencontrer le pape, je m'arrête. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Hein. Et il obtient une audience avec le pape. Hein. Et le pape meurt dans la nuit. Mais en fait, ils auraient pu le maintenir en vie longtemps. Donc pour justifier qu'il est mort, nettement, il fallait qu'il y ait vraiment des épisodes qui font qu'on ne peut pas le maintenir en vie. Donc ils ont dit rupture d'anévrisme, donc le cerveau, et le cœur. Donc on n'a rien pu faire. Et ce qui est vrai, c'est si vous avez une rupture d'anévrisme et une crise cardiaque, franchement, on ne peut pas vous sauver. Donc, mais la date est très préoccupante, hein, parce qu'il meurt le lendemain de la résurrection du Christ. Il n'était plus vicaire du Christ. Il n'était plus vicaire. Ben, en fait, il ne l'a jamais été. C'est ça. Puisque il a été élu dans des conditions qui sont viciées, en fait. Puisque l'Église ne prévoit pas le cas d'un pape qui démissionne, en fait. Il y avait un cas il y a longtemps. Oui, mais qui avait... il était resté pape jusqu'à sa mort. Hein. Non, mais qui était vraiment malade. Il était remplacé par quelqu'un qui n'avait pas été... qui jouait un peu... il était comme pape délégué. Mais là, on a quelqu'un qui est devenu pape, ouais. Avec une vraie élection de pape, etc. C'est le premier cas où il y a un pape qui est élu pape quand un autre pape est vivant, en fait. Parce que d'autres époques... mais en tout cas, le pape François est mort, ils sont tous réunis, et je ne sais pas si J.D. Vance est revenu... alors moi, je crois qu'il n'y a aucun lien entre la visite de J.D. Vance et la mort du pape. Moi, je pense que le pape s'est exprimé, place Saint-Marc. Moi, je ne crois pas que c'est un double, un machin, enfin... Je pense pas tout ça parce que autant l'Église est un lieu au Vatican qui peut être assez politique, assez stratégique, etc. Je ne crois pas que l'Église soit une institution de mensonges et de malfaçons, etc. Ça, je pense pas. Donc, je ne crois pas qu'il puisse jouer le jeu du faux pape. Ce serait trop terrible. Parce qu'en fait, il se mettrait dans un état de corruption, de compromission, pire que tous les gens qui ont cédé à une visite de l'île d'Epstein. Parce que vous imaginez, s'ils avaient fait ça, ce serait documenté. Là, pour le coup, ça expliquerait quasiment la fin de l'Église. Parce que si l'Église de Rome faisait de telles malversations, elle n'aurait plus aucune autorité morale sur personne, puisque le mensonge, c'est un péché capital. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, moi, je crois pas. Je pense pas que J.D. Vance, moi, je pense que c'est quelqu'un de plutôt bien, donc il n'a pas pu énerver le pape. Je suis pas sûr que le pape était en pleine conscience. Et encore une fois, je m'étonne plus de la nature du message d'un pape qui offre des Kinder
a un vice-président américain, pays dans lequel, en plus, les Kinder Surprise ne sont pas les bienvenus. Parce que c'est des petits objets dangereux pour les enfants et que... Enfin, voilà. Mais en tout cas, le Vatican commence à réunir les cardinaux et les archevêques pour voter, en fait. Et il y en a un qui va manquer, puisqu'il a été excommunié il y a quelques semaines. C'est Vigano. Et ce qui est fou, c'est la précipitation avec laquelle ils l'ont excommunié, en fait. Comme si toutes ces choses-là, parce que ça ne peut être que signé par le pape. Il y a longtemps, pas il y a 2 mois, 3 mois. Non, mais il y a eu des étapes, hein, mais son excommunion définitive, c'était il y a 2 semaines. Et qui a été signé par le pape, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait il avait été retiré de sa charge, mais ce qui n'a rien à voir avec excommunié. Excommunié, ça veut dire qu'il est plus catholique. C'est-à-dire qu'on lui enlève son baptême, on lui enlève... c'est un peu comme le médecin de Mitterrand qui a révélé qu'il était malade. Bon, ben, d'abord on lui enlève la Légion d'honneur, puis ensuite on lui enlève... le droit d'exercer la médecine, mais c'est très difficile de lui enlever son titre de docteur, hein, puisque ça c'est autre chose, c'est quelque chose qu'il a eu. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Niagré, ou c'est pareil pour Stéphane Gaillet, on leur a enlevé le droit d'exercer, mais on ne peut pas leur enlever le titre de docteur. Lui, on lui a enlevé son baptême. Il a été sorti de l'Église catholique. Donc il avait été enlevé de sa charge, ça c'est ce qui s'était passé il y a plusieurs mois, mais là, pendant ce cycle, on lui a enlevé la possibilité de prétendre faire partie de la maison de Dieu, en fait. Ouais. Tu peux rappeler qui est Monseigneur Vigano? Oui, c'était l'archevêque, un archevêque américain, en fait. Donc c'était quelqu'un qui est toujours, il est vivant. Moi, j'échange avec lui, ça fait partie des gens avec qui je suis en lien sur X. Il est très traditionnaliste, donc il était totalement en opposition avec François sur le mariage homosexuel, sur le baptême des transsexuels, etc. Enfin, François, il allait très loin dans toutes ces directions woke, en fait. Mais il est vraiment allé loin. Donc lui était plus quelqu'un d'avant Vatican II. Mais il était compatible, en fait. Dans l'Église, il y avait des courants, il y avait des gens qui... Enfin, c'est des débats, en fait. C'est un organisme vivant, de toutes les religions. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être changées. C'est la parole de Dieu, la parole du Christ, donc les livres, d'où le théologien. Et il peut y avoir des débats sur un certain nombre de choses. Et typiquement, et ça fera une transition, le pape n'est jamais allé à Bethléem au cours des dernières années. Mais même pendant depuis 2013. C'est-à-dire... Il est allé en Mongolie, quoi. Oui, mais c'est pas pareil. Il y a beaucoup de catholiques en Mongolie. C'est pour ça qu'il doit y avoir 3 ou 4, donc 10%. Et, mais c'est important, c'est-à-dire que depuis octobre, donc il y a eu effectivement quelque chose le 7 octobre avec des morts, avec des otages. Incontestablement, c'est dramatique. Mais dans la foulée, ça s'est transformé, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, hein. Je vous invite à lire mes lettres ou à regarder d'autres vidéos, mais j'en parle vraiment beaucoup. Mais il y a ce que la Cour internationale de justice, qui est l'organisme le plus haut de justice dans le monde, considère qu'il est légitime d'utiliser le mot génocide à Gaza. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt, entre autres contre Netanyahou, pour crimes contre l'humanité, au pluriel, et crimes de guerre. Et la liste s'allonge. Et le pape
effectivement, à Pâques, lundi dernier, a dit quelques mots sur la nécessité d'avoir un cessez-le-feu à Gaza. Mais il a parlé de barbarie, il n'a pas parlé de génocide, il n'a pas parlé de crimes de guerre, il n'a pas parlé de crimes contre l'humanité. Donc il est resté, entre guillemets, dans des mots qui ne disent pas la réalité des choses. Et ne pas désigner quelque chose tel qu'elle est, c'est pas être uniquement inconscient ou léger ou complice, c'est être coupable. C'est-à-dire que quand on est le chef d'une religion qui est construite sur l'amour, sur la paix, sur le pardon, déjà le pardon, on peut pas accuser les civils palestiniens d'être responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre, surtout les enfants et les femmes qui n'ont absolument rien à voir. Et donc le pape devrait s'exprimer de façon exacte en fait sur ces questions-là. Et quand la plus haute autorité religieuse du monde, c'est pour ça qu'il y a autant de monde à son enterrement, puisque c'est le pape, c'est véritablement le personnage religieux, toute religion confondue, le plus connu, le plus influent, le plus puissant, et puis il représente 4 milliards de personnes sur Terre, essentiellement en Afrique, encore une fois, et en Amérique du Sud et centrale, puisque nous, on représente pratiquement plus rien en termes de nombre, en fait. Mais il y a quand même 18 millions de personnes qui se revendiquent chrétiennes en France, qui est pas du tout neutre. C'est aussi la plus grande religion en France. Et donc, il n'a pas dit ça. Et moi, je regrette infiniment. Donc, il y avait vous m'aviez... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question aussi. Vous, oui, je pense, mais... Oui, vous avez dit que non. Non. C'est pas J.D. Vance qui a l'origine. Non. Parce qu'il y a des petits films sur Internet qui disent ça. Ah oui, mais... Il y a même un médecin qui a dit oui, c'est possible, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais le problème de tout ça, moi je pense qu'effectivement il faut tout écouter, il faut être curieux si on a le temps, mais à un moment il ne faut pas s'égarer. Pour moi, ça c'est votre question, donc sur le sujet sur lequel je vais aller, il faut essayer de hiérarchiser les choses par ordre d'importance. Donc si on est un inconnu qui arrive sur Terre en 2025, puis il vient me voir et il me dit « Monsieur Scholler, je suis hibernatus, j'arrive d'il y a 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Et donc, de quoi on peut lui parler en fait, dans quel ordre? Alors il ne faut pas le brusquer forcément, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui la chose la plus grave qui se passe sur Terre? La plus grave. Moi, sans hésiter, je réponds, aujourd'hui, il y a un génocide télévisé d'un niveau d'obscénité incroyable parce que les gens savent que ça existe, savent que tous les jours, il y a des enfants qui sont hachés menus par des bombes d'un pays extrêmement puissant, qui sont livrés de pays encore plus puissants au quotidien pour taper une population civile sans défense, enfermée dans un ghetto, sans eau potable depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'eau, il faut qu'ils la bouent, mais ils n'ont pas vraiment les moyens de la bouillir pour qu'elle soit potable, sans nourriture, sans médicaments, sans hôpitaux, sans possibilité de maternité, etc., sans antibiotiques, sans anesthésie, sans. On est à un moment où l'humanité accepte de regarder quotidiennement le pire crime qui peut se passer dans l'humanité,
c'est un crime qui touche les enfants. Donc tout à l'heure, vous disiez, il y a un bébé dans cette pièce. S'il devait y arriver quelque chose de grave, tous les humains qui sont dans la pièce se diraient comment je vais protéger ce bébé. En fait, c'est un réflexe normal. Hein. Ben, nous, en fait, on est une humanité qui accepte que tous les jours, des bébés soient tués sous prétexte. Ah non, mais comme vous voulez, mais c'est le cas. Oui, mais il faut élargir un petit peu, si je peux me permettre. Il y a énormément d'ingénierie sociale, il y a des moyens qui sont utilisés pour faire en sorte de désensibiliser les personnes, et ça dure depuis des décennies. Oui. Cette désensibilisation, c'est des termes qui sont employés sur les médias en général, du type, dans une guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux, donc on en est là, dans des discussions, on va entendre, lorsqu'on nomme les choses et qu'on parle de génocide, oui, mais dans une guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux. Oui, mais parce que c'est pas une guerre. Mais le problème, c'est que c'est pas une guerre. On a sensibilisé les gens au fur et à mesure des années devant toutes ces atrocités. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les gens sont insensibles. Le problème, c'est que petit 1, ce n'est pas une guerre. Alors, je vais juste vous refaire un peu l'historique du 7 octobre. Le 7 octobre, on est censé avoir des deltaplanes, des ULM, des motos, des voitures, des machins, qui sortent d'un endroit dont même une souris n'aurait pas pu sortir la veille. C'est monitoré, il y a plein d'espions à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a pas que des murs, il y a un no man's land, puis des murs, puis des barbelés, puis. C'est quasiment impossible. Et en plus, c'était censé être des milliers de personnes, donc vous ne réussissez pas à préparer, à mobiliser des personnes pour un événement comme ça dans Gaza, sans que d'autres soient au courant. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense égyptien, 15 jours avant, avait prévenu Netanyahou en personne, mais ça faisait des semaines qu'ils essayaient de les prévenir en disant « il y a un truc qui se passe ». On sait maintenant que le patron du Shin Bet était au courant. On sait qu'ils étaient pleins au courant. Il y a le dossier mur de Jéricho qui est sorti. Il y a plein de dossiers, donc il y a plein de doutes. Et surtout, il y a beaucoup de vidéos qui montrent que Netanyahou trouvait que c'était particulièrement intéressant d'avoir un Hamas puissant, bien éloigné, qui puisse envoyer des roquettes de temps en temps. De toute façon, les roquettes font pas beaucoup de mal. Il faut revoir d'ailleurs une interview de Jean-Marie Le Pen où il raconte il y a 20 ans en disant qu'il comprend pas c'est quoi ce groupe qui envoie des roquettes pour se prendre des bombes et pour être détruit alors que les roquettes n'ont aucun intérêt militaire. C'est une stratégie bizarre. Vous voyez, c'est comme si vous avez quelqu'un avec un col qui est nerveux et vous savez qu'il va vous tirer dessus et vous prenez une sarbacane et vous lui envoyez des boulettes de papier humide avec votre sarbacane. Et en sachant que vous allez peut-être pouvoir vous cacher derrière la table, mais votre femme et votre enfant va se faire tuer. Donc aucun personne normale fait ça s'il n'est pas manipulé, en fait, s'il n'est pas incité à le faire. Mais ça élargirait trop le débat. Mais pour l'ingénierie sociale, j'y reviendrai. Mais ça a permis de dire que, petit 1, le Hamas avait une armée complète. Donc d'un seul coup, dans la presse, il y avait un patron de l'aviation du Hamas, un patron de l'armée du Hamas, parce qu'on a vu soi-disant des images du Hamas qui présentaient des torpilles, des mini-sous-marins. Et le sous-marin, vous voyez, c'était genre une espèce d'enclume en fer avec un petit moteur de Zodiac qui ne pouvait même pas aller sous l'eau. Mais tout ça, en fait, ça permettait d'avoir tout le vocabulaire vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Français dans les médias. Donc, ils ont tué des enfants, ils ont décapité des enfants, ils en ont cuit dans des fours. Vous imaginez cuire des enfants dans... Mais non, mais c'est pas moi qui le dis, c'était Netanyahou, c'était la télé, tout le monde racontait ça. Depuis, on sait que c'était faux. Mais... Et puis, ce qui est le plus frappant, c'est que quand ça a commencé, l'armée israélienne est intervenue 8 heures plus tard. Ouais, même pas. Ils les ont laissés faire parce qu'ils pouvaient intervenir dessus, mais 8 heures plus tard. Enfin,
Il y a 1 milliard de choses. Parce qu'ils ont voulu qu'ils ramassent des gens et qu'ils ont le prétexte pour pouvoir répondre. En tout cas, le mot officiel, c'était le plus grand pogrom de personnes juives depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a justifié tout. Et qui, encore une fois, est à la manœuvre, et c'est vraiment important toujours d'être le 8 octobre, il y a une lettre en tête de la Maison Blanche des États-Unis qui est signée par 5 chefs d'État. Alors pas 6, pas 7, 5 chefs d'État. Il en manque un, il n'y a pas Trudeau. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, il y a un énorme scandale au Canada où ils ont acclamé un ex-SS ukrainien. Et donc, il est un peu persona non grata parce qu'il a il a fait quelque chose qui montre que tout ça, c'est que de la manipulation, d'instrumentalisation, etc. Mais cette lettre, il faut vraiment reprenez 5 minutes, regardez sur Google. Le signataire numéro 1 de la lettre, celui qui est cité en numéro 1, c'est pas Joe Biden, c'est pas Mélanie, c'est Macron. Macron est à l'initiative d'une lettre en tête de la Maison Blanche du 8 octobre 2023 qui déclare que ce groupe de pays est totalement solidaire de toute décision que prendrait Israël pour lutter contre le terrorisme. Et le monde entier est d'accord pour lutter contre le terrorisme. Sauf que, comme évoqué, il y a beaucoup de terrorisme. On va le découvrir bientôt avec le 11 septembre et d'autres événements qui sont en réalité créés de l'intérieur par des gens qui veulent instrumentaliser cette peur et cette personnalisation du terrorisme en musulmans. J'y reviendrai. Donc pour séparer en fait les chrétiens des musulmans de façon très forte. Et donc, c'est Macron qui signe ça. Et à partir de là, Netanyahou, il a un blanc-seing. Donc qu'est-ce qu'il fait directement? Il détruit les universités. Donc c'est très compliqué de construire une université. Vous vous rappelez, dès les premiers jours, il y a la grande université de Gaza, immense, qui est complètement détruite. Et il commence à tout détruire. 80% de tout ce qui était debout à Gaza avant octobre a été détruit. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées, entre guillemets. Donc on voit les images, hein, c'est juste incroyable. Il y a officiellement 55 000 personnes qui sont mortes directement sous les bombes. Sauf que, au moment où ça commence en octobre 2023, il y a 2,4 millions ou 2,5 millions de personnes qui vivent à Gaza. Aujourd'hui, tout ce qui est source officielle, et c'est même Trump qui parlait de 1,7 million, 1,8 million, au début il avait parlé d'1,6 million de personnes qui étaient toujours à Gaza, ce qui veut dire, même en supposant qu'il y a 50 ou 100 000 personnes qui ont pu sortir, on ne sait pas comment elles ont pu sortir, mais même en imaginant qu'ils ont pu partir par Rafah parce qu'ils avaient une double nationalité. Parce que le problème des Palestiniens, c'est qu'ils n'ont pas de passeport. Donc il faut qu'ils aient un passeport allemand, russe, américain ou autre. Il y en a qui ont un passeport d'un pays, sinon ils sont apatrides. En fait, quand vous êtes palestinien, si aucun pays vous donne de passeport, comme vous ne vivez pas dans un pays, puisqu'en fait c'est pas un État, la Palestine. Je sais que ça paraît très bizarre, mais être palestinien, c'est être apatride. Vous n'avez pas d'État. Il n'y a pas de possibilité. Il y a une convention pour les apatrides, et la convention de New York. Oui, mais en tout cas, pour pouvoir sortir de Gaza, ils ont besoin d'avoir un visa qui est donné par un autre pays. Et d'ailleurs, en ce moment, la France est un pays qui est assez actif là-dessus, puisque il y a, semble-t-il, des Gazaouis qui peuvent avoir 5 000 €, un visa, un logement, un travail s'ils quittent d'eux-mêmes. Puisqu'en fait, l'idée, c'est d'essayer de vider Gaza de ses habitants. Et donc, la France est à la manœuvre. Hier, il y a un avion qui est arrivé
à Paris avec 112. 112 personnes qui habitent à Paris. Exactement. Mais ils n'étaient pas tous ils étaient binationaux. Non, mais il y en a qui étaient peut-être aussi déjà en Jordanie ou en Égypte ou autre. Mais toujours est-il qu'il y a même en considérant 1,8 million et 2,4 millions, il y a 600 000 personnes qui sont plus dans Gaza. Donc même s'il y en avait eu 100 000 qui ont pu sortir, ça veut dire qu'en fait il y a un excès de morts de 400 ou 500 000 par rapport au nombre de morts sous les bombes. Mais c'est un peu comme le Covid, c'est-à-dire si vous regardez les excès de mortalité par rapport à ce que ça devrait être, on voit que il y a une corrélation entre le taux de vaccination dans un pays et les excès de morts qu'on observe dans le pays depuis. Bon là, il y a une corrélation entre l'alimentation, le bruit, le stress, les bombardements, les amputations sans anesthésie, etc. et le nombre de morts. Et en plus, il y a pratiquement plus de naissances, beaucoup moins, pour plein de raisons. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de Palestiniens, hommes en âge mûr, qui sont enfermés en fait, puisqu'à chaque fois qu'ils demandaient aux gens de se déplacer d'une zone à l'autre de la ville, ils mettaient des checkpoints et tous les hommes valides de côté, à poil, et dans des stades, etc., etc., etc. Mais c'est des images, c'est surréaliste. Mais donc Macron, dès le 8 octobre, il est en première ligne. C'était pas quand même une tradition de la France d'être un soutien aussi fort de l'État d'Israël, surtout de Netanyahou, qui n'est pas connu pour faire de la dentelle, puisqu'en fait on en est quand même à 6 guerres depuis 2006, puisqu'en fait Gaza a été rendu aux Palestiniens en 2006. C'est passé de territoire occupé à territoire encerclé, ghetto encerclé. Il faut savoir que la seule frontière non avec Israël de Gaza, c'était avec l'Égypte. Et en Égypte, c'est la France qui a financé ça. Il y a des murs dans le sous-sol à 15 mètres de profondeur. C'est-à-dire il n'y a même pas la possibilité de creuser des tunnels ou autre. Donc à chaque fois qu'il y avait des véhicules humanitaires au début de l'opération qui voulaient venir d'Égypte, ils étaient bombardés. Donc, la porte de Rafah elle était bombardée par l'aviation israélienne plein de fois et sans que l'Égypte ne réagisse jamais. Donc il n'y a pas beaucoup de pays qui... Vous voyez, l'Algérie a descendu un drone malien qui survolait un peu trop sa frontière et tout le monde trouve ça normal. Mais Israël bombarde en Syrie, au Liban, en Égypte, partout, mais ça pose de problème à personne en fait. Donc il y a une espèce de double standard international très fort. Mais c'est pas la seule fois où la France de Macron a été en première ligne pour la guerre. Vous vous rappelez, en janvier, en fin 2021, en novembre 2021, Poutine écrit une lettre directement aux Américains en leur disant il faut absolument traiter le problème du Donbass. Ça peut plus aller. 14 000 morts, les gens qui vivent dans des caves, etc., sous les bombardements. Il y a eu Minsk 1, il y a eu Minsk 2, rien n'est respecté, on doit trouver une solution. Et il s'adresse directement aux Américains, parce qu'ils savent que de toute façon, pour l'OTAN, pour le financement, etc., c'est les Américains. En fait, ils pensent que c'est les Américains. Et évidemment, les Américains font genre, ils les entendent pas. Ils se disent, ils oseront pas bouger. L'armée ukrainienne, elle est au moins aussi forte que l'armée russe, parce qu'à ce moment-là, il y a 800 000 soldats dans l'armée ukrainienne, il y a 500 000 soldats des forces armées, et il y a 300 000 un peu conscrits, donc c'est 800 000, alors que les Russes en ont beaucoup plus, mais le pays est beaucoup plus grand, et ils ne peuvent pas abandonner toutes leurs frontières pour être face à l'Ukraine. Et donc, Poutine explique qu'en fait, il est très sérieux et si rien ne se passe, ils vont devoir agir. Et il commence à mobiliser des troupes
mais pas beaucoup, genre 150 000 hommes qui commencent à se masser autour de la frontière avec l'Ukraine. Et là, Macron se présente comme celui qui va aider à traiter le problème. Alors, ce qui est un peu compliqué de le croire, hein, parce que depuis le début, il est extrêmement russophobe. Il veut suspendre les médias russes. Vraiment, il n'a pas véritablement un amour pour les Russes. Alors, on y reviendra, parce que rappelez-vous, les Khazars, ils ont essayé de prendre le contrôle de cette zone et de s'étendre et de prendre le contrôle, de s'infiltrer en fait dans les religions, de prendre le contrôle. Et c'est les Russes qui les ont terrassés. Mais les gens qui étaient avant les Khazars avaient été terrassés par les Iraniens. Donc c'est intéressant parce que les deux pays les plus détestés au monde, l'Iran et la Russie, sont les deux pays qui ont failli terrasser les Khazars, qui sont, entre guillemets, les adorateurs du diable, pour simplifier. Ceux que Poutine appelle les vampires. Vous vous rappelez, parce que tout ça c'est important, Poutine il a dit quand même, mot pour mot, que c'était bientôt la fin du bal des vampires. Puis il a dit d'autres choses depuis. Mais vampires, hein, Abraham Stoker, McKinsey Institute, machin, enfin, vous voyez que c'est incroyable comme tous recoupent les mêmes liens, les mêmes personnes, les mêmes choses. Et Macron commence à aller voir Vladimir Poutine. Et au début, Vladimir Poutine le reçoit, mais assez vite, il se rend compte que le mec, il n'est pas là pour négocier, il est là pour gagner du temps, parce que l'hiver, c'est une période qui serait propice pour les Russes pour avancer, et le printemps, c'est une période catastrophique, parce que on peut plus avancer dans les champs, ils sont humides, avec les chars qui sont lourds, alors qu'en hiver, les chars, ils avancent sur les champs gelés, et c'est beaucoup plus facile d'avancer quand on est une armée comme l'armée russe. Et il y a même une séquence où Poutine comprend qu'en fait il va devoir agir, mais Macron insiste quand même pour dire non mais recevez-moi, et il arrive avec son plus gros avion. Il faut voir la scène, c'est incroyable, le plus gros avion de la République française, un A300, je sais pas quoi, énorme, et il n'y a même pas un pot de fleurs à Moscou. Thierry, il aurait pu venir avec un jet discret pour être un mec qui fait la paix, il arrive avec un énorme, et il n'y a même pas un pot de fleurs, et il y a juste un ambassadeur ou un attaché d'ambassade française qui est là, et puis il doit y avoir un ou deux chauffeurs, personne ne l'attend. Et donc c'est un peu... Enfin, il y a eu la même chose après avec un Allemand en Chine, etc. Enfin, les pays ont appris à dire non mais voilà, c'est nous, on voulait pas vous voir, vous insistez, on va pas mobiliser pour avoir des gens qui sont là. Mais ça s'arrête pas là. Il prend la voiture, donc là il doit être protégé sur le chemin. L'idée c'est pas qu'il se fasse canarder par des gens qui l'aiment pas. Et le Kremlin, mais c'est un peu comme la Maison Blanche, c'est un peu comme tous ces lieux-là. Il y a la grande porte, la petite porte, etc. Mais au Kremlin, il y a aussi la porte des traîtres. Mais c'est genre toute petite porte de côté. Vraiment le truc, quand les Russes voient que quelqu'un rentre ou sort par là, le mec, il est, ça veut dire... et ils font rentrer Macron par là. Il faut voir les images, hein. Donc la voiture elle arrive de côté du Kremlin par cette petite porte où de toute cette histoire de ce lieu arrivent ou sortent les gens qui sont répudiés par le système. Ils rentrent là. Et il y a la fameuse scène de la grande table. Vous vous rappelez la table immense où il se met de l'autre côté. Et il y a surtout en fait une image de quelqu'un qui est habillé tout en noir, qui est une femme. Après, comme pour le truc de J.D. Vance, il y a des gens qui disent non mais c'est un trans ou un machin. Non. En fait, c'était une chamane yakoute qui était là pour, entre guillemets, protéger Poutine d'une influence supposée maléfique de Macron. C'est vraiment important parce qu'en fait, vous vous rappelez à cette époque-là,
il y a beaucoup de gens dans les médias qui disaient c'est bizarre, Vladimir Poutine, il a plein de cancers, vous vous rappelez, il avait l'air un peu gros, les gens disaient il est sous cortisol, etc. Non, pas du tout. Alors là, vous allez sauter au plafond. En fait, la magie, ça existe, entre guillemets. Si on vous dit il y a un vaudou qui vous a fait un sort, ça va vous perturber, même si vous ne croyez pas trop à ça. Bon, il y a des gens qui sont capables, qui ont un don, qui sont capables de faire des choses bien ou mal. Et en fait, il était dans des égrégores qui le ciblaient, qui étaient très négatifs. En fait, il était très affaibli. Et la foi, parfois, ne suffit pas. C'est-à-dire, la foi, la prière, peut éloigner, c'est à ça que ça sert, de la tentation, machin, mais aussi d'influence négative. Essayez un jour où vous avez l'impression d'être très mal, vous priez, vous allez voir, vous allez vous sentir... C'est bizarre, hein, quand on ne croit pas, mais essayez et vous verrez, si vous êtes sincère, vous allez sentir que vous allez mieux en fait. Et donc Poutine découvre, il devait le savoir, mais qu'en fait ces gens-là peuvent le protéger en fait. Et Macron sent que cette présence le gêne, donc assez vite il demande que la personne soit sortie. Et comme à ce moment-là, il n'a pas une capacité à l'autre bout de la table, voire même à 3 mètres, la personne peut partir. S'il reste suffisamment loin, il ne pourra pas être sous l'emprise. Macron, vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur les gens. Il les touche, il les prend dans les bras, il leur fait des câlins. Vous voyez, quand il va voir Lula au Brésil... Même les journaux s'en amusent, c'est comme un voyage de noces, il passe son temps à l'étreindre. Et après, ces gens prennent des décisions complètement incroyables. Il les a renversés à 360 degrés. C'est-à-dire, les gens qui le rencontrent de près disent il a un impact, il n'est pas charismatique, c'est-à-dire qu'il est dans un stade, les gens partent, ils s'emmerdent. Mais quand il est dans une petite réunion, les gens sont hypnotisés en fait. Il a un charme incroyable. Il a pris le contrôle de la plupart des dirigeants du monde. Même quelqu'un comme Trump, qui ne voulait pas recevoir Zelensky, Macron réussit à le convaincre de voir Zelensky. Et on voit la catastrophe dans laquelle ça entraîne Trump, alors qu'en fait, il ne voulait pas impliquer Zelensky au début. Il avait écouté Poutine et qui lui avait dit « il faut qu'on fasse ça juste tous les deux ». Et Trump a voulu jouer un peu, il s'est laissé convaincre, alors il a impliqué... Macron, puis Starmer, puis Zelensky, et puis maintenant le truc c'est un capharnaüm pas possible. Quelque chose qui était en train d'être bien embarqué, dès que vous laissez Macron rentrer dans le truc, ça devient une catastrophe. Et donc mais là je reviens donc avant février, et donc Macron essaie de faire gagner du temps. Et là, à un moment, Poutine dit « ça suffit ». Donc après, il ne le prend plus au téléphone, il ne le reçoit plus. Et puis vous vous rappelez, a raison d'ailleurs, puisque même pendant sa campagne, Macron, à un moment, publie les images où il était filmé en train de parler avec Poutine. Genre, je t'engueule, quoi. Il était tellement fier de dire « vous voyez, les Français, je suis le seul président qui parle mal à Poutine ». Et puisqu'on se rappelle de Sarkozy qui voit Poutine et qui sort, il est encore sous le coup de ce que l'autre lui a dit, en disant « mais tu continues à faire chier, moi j'efface ton pays, vous commencez vraiment à m'emmerder ». Et donc, Poutine ne lui parle plus, sauf qu'il sait qu'il est très influent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Le 25 février, enfin le 24 février, Poutine annonce qu'il lance une opération spéciale. C'est pas une guerre, et le mot guerre n'a jamais été utilisé par les officiels russes. Nous, par paresse intellectuelle, on va dire guerre, mais c'est une opération spéciale à laquelle ils sont autorisés, ils sont légitimes, puisqu'en tant que pays signataire de Yalta, ils ont le droit, s'ils détectent une nouvelle émergence du nazisme quelque part, d'intervenir sans mandat de l'ONU, puisque leur mandat, ils l'ont gagné pour avoir battu les nazis. Donc, c'est pas à cause de ça qu'il a dit que c'est pas une guerre. Il a dit que c'est pas une guerre parce qu'il ne reconnaît pas l'État ukrainien et il considère que ça fait partie de son pays.
Donc il fait pas, on ne peut pas faire une guerre à l'intérieur du pays. Non. On fait une opération comme un ratissage. Non, mais c'est pas pour ça. Mais bon, je veux bien qu'on en parle après en aparté, mais la raison c'est celle que j'ai donnée. Il reconnaît il reconnaît que l'Ukraine est un pays. Il y a un doute sur la Crimée parce que ça n'a pas été fait légalement. Au moment de la reconnaissance de l'Ukraine, il y a quelque chose qui n'a pas été fait pour la Crimée et qui donnait une légitimité à la Russie de la récupérer. Double légitimité qui a été obtenue par un référendum. De la même manière qu'il y a eu un référendum qui a été fait au Donbass qui prouvait bien qu'il acceptait les frontières, mais qui avait l'autodétermination des peuples comme ça avait eu lieu en Yougoslavie. Mais en tout cas, que fait Macron tout de suite dans la foulée du 25 octobre, et vous avez tous l'image en tête, début mars, il invite tous les pays d'Europe, puis les représentants de l'OTAN et des États-Unis à Versailles. Et il fait tout de suite, il prend le lead, la direction du monde contre la Russie. C'est-à-dire lui qui était censé être un avocat de la paix, de l'apaisement, au moment où les Ukrainiens sont en train de se prendre en quelques jours une raclée de l'armée russe, que les Russes pensent qu'en quelques jours, les Ukrainiens vont arrêter la guerre parce qu'ils sont beaucoup plus puissants, ils sont plus équipés, etc. La France réunit tous les pays d'Europe et fait un pacte de Versailles. Après, ils ont refait en Moldavie l'année d'après, etc. C'était toujours à l'initiative de la France, qui était de dire, si on est unis totalement contre la Russie pour fournir des armes, pour fournir de l'argent, pour faire des sanctions aux Russes, la Russie va s'écrouler en quelques jours ou quelques semaines, et donc il n'y aura pas la guerre. Donc lui, il réussit à les convaincre que la Russie va perdre. Mais jamais une puissance nucléaire comme la Russie ne peut perdre. C'est impossible. C'est, vous voyez, c'est... Poutine peut être renversé. Oui, mais Poutine, Brejnev et compagnie. Poutine dit, le 24 février, il faut réécouter ce que Poutine dit, que s'il lui arrive quelque chose, toutes les décisions ont été prises pour dire que si la Russie, telle qu'elle a décidé d'être organisée, puisqu'il a été réélu, puis il va être réélu, la Russie, si elle ne peut pas exister telle qu'elle l'a décidé, le monde ne peut pas exister. Donc il a prévenu, il a dit... Bah ouais, mais à un moment, il faut prendre ça. Il faut renverser par un coup d'État à l'intérieur de la nomenclature. Mais ils ont essayé, Prigojine a essayé. Mais je vais juste continuer. Donc, ouais. Macron les réunit à Versailles et ils tombent tous là-dedans. Même les Slovaques, les Hongrois, les machins, ils acceptent tous l'idée des sanctions les plus terribles contre la Russie, confiscation de 300 milliards d'argent que les Russes avaient gagné honnêtement, puisqu'ils l'avaient gagné en vendant du pétrole, du gaz, etc. Ils avaient laissé l'argent dans des banques européennes, ils avaient de l'or, du machin, tout ça est confisqué. On se met à confisquer tous leurs biens. Il est bloqué. Non, il n'a pas confisqué encore. Il est bloqué. Quelle est la différence? Non, c'est-à-dire qu'ils se servent des intérêts. C'est gelé, quoi. En fait, la fortune est gelée, mais ils se servent des intérêts pour réarmer l'Ukraine, quoi. C'est ça, en gros. Oui, enfin, il est confisqué, l'argent est confisqué. L'argent, non, il est confisqué, en fait, il est gelé jusqu'à la fin de la guerre, mais pour l'instant, il ne touche pas, il touche aux intérêts. Il touche aux intérêts. Il touche aux intérêts. Ce qui est quand même bizarre, parce que s'il touche aux intérêts, ça veut dire que c'est... Ils toucher à l'argent, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est un accord international. Donc ils ne peuvent pas toucher à l'argent, ils touchent aux intérêts. Ils récupèrent les intérêts, a priori, c'est ce qu'ils font. Oui, c'est exactement ce qu'ils font. Bon, on n'a pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses, mais c'est ce qu'ils font. Mais quelque part, oui, ils touchent à l'argent, oui, ça c'est clair.
Il touche à l'argent des Non, mais Russes. quand votre enfant fait une bêtise, qu'il a une tirelire, vous faites quoi? Vous gelez son argent, vous lui confisquez son argent? Bah, disons que ça... Non, mais dites-moi, c'est quoi le mot que vous utilisez? C'est-à-dire qu'on peut... Non, mais on lui rend après, quoi, en fait. Oui, mais vous avez fait quoi sur le chemin? Parce que, en fait, vous lui avez attendent... gelé son argent, vous lui avez confisqué? Ils attendent... Non, dites-moi, s'il vous plaît, parce que sinon on va avoir un long débat. Est-ce qu'ils rendront les intérêts ou pas, du coup? Ouais. Non, mais... C'est confisqué après. Pardon? S'ils ne rendent pas les intérêts, c'est confisqué. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de rendre les intérêts. Ils n'ont pas du tout l'intention. Mais de toute façon, c'est de l'argent qui n'existe pas. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est de l'argent électronique. Donc, il n'existe pas, ni avant, ni après. Vous savez, juste pour vous donner une idée, on parle de 300 milliards. Pendant la période du Covid, les Américains ont imprimé 40 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, mais qui n'existaient pas avant. Qui existe maintenant au bon vouloir entre guillemets du monde. C'est très compliqué l'argent. Donc c'est les mots sont pas sont très importants, hein, mais là c'est pas l'enjeu. En tout cas, l'enjeu c'est qu'on dit aux Russes, vous l'avez gagné honnêtement, on vous doit cet argent, vous nous l'avez confié parce que vous faites confiance aux systèmes financiers internationaux, et nous on vous trahit, on vous utilisez le mot qu'on voulait. Cet argent. Et là, les armes, les bombardements, les torpilles, etc. Donc il y a des bateaux russes qui sont détruits en mer du Nord, dont leur croiseur, le Moscou, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des torpilles anglaises. Il y a le pont de Kerch qui tombe une première fois. Il y a Nord Stream. C'est les Américains qui ont fait le Nord. Tout ça, c'est les actes, c'est des actes de guerre considérables. Et les Russes restent patients. Vous imaginez C'est ça, en fait, moi qui m'interpelle, c'est justement, on a tellement diabolisé Poutine, etc. Et là, moi je m'interroge sur le fait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bah parce qu'il n'a pas le choix en fait. Si il rentre dans cette spirale, il tombe dans le piège qu'on lui tend. Lui, en fait, il est dans une guerre d'attrition, qui est de deux types. Hein. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, face à lui, à part en faisant des actes terroristes, dans les médias, en gesticulant, etc., l'Occident ne peut rien. Donc ça, à moins d'être complètement aveugle, les gens s'en rendent compte. Après, il faut affaiblir cet Occident, c'est-à-dire que maintenant, on n'a pratiquement plus que les bombes atomiques, on n'a pas de soldats, on n'a pas de machin, enfin, les Américains ont une guerre d'usure. Mais surtout une guerre de communication, mais qui ne s'adresse pas à nous. C'est-à-dire, Poutine a fait une interview avec Tucker Carlson, dans laquelle il dit ça très clairement. Il dit, bon déjà, vous ne connaissez pas l'histoire, donc je vais vous faire un cours d'histoire. Hein. Donc il raconte l'histoire en disant, ben, c'est ça l'histoire. Donc on a perdu 26 millions de morts pour vaincre le nazisme, etc. Le 9 mai, c'est important. Enfin, il raconte beaucoup plus que ça. Hein. Il raconte les accords de Minsk, il raconte vraiment la place de la Russie, les discussions à la fin des années 80 sur la non-expansion de l'OTAN, même la disparition de l'OTAN, puisqu'il dit que lui avait même proposé de rejoindre l'OTAN, et la manière avec laquelle Clinton trouvait que c'était une bonne idée, puis il était revenu en disant « bah ouais, moi je trouve aussi que c'était une bonne idée, mais oubliez quoi ». Et donc, les Russes essayent de faire cet apaisement. Et arrive un président américain qui est élu, qui s'appelle Donald Trump, et qui avait dit « je vais régler ça en une journée ». D'abord, elle n'aurait pas dû avoir lieu cette guerre, et je vais régler ça en une journée. Et c'était possible, parce qu'en réalité, les deux protagonistes a priori de cette guerre, c'était uniquement les États-Unis qui pilotent l'OTAN et la Russie. Puisqu'en fait, l'Ukraine, Zelensky, c'est un comédien qui a été mis en place par des oligarques, enfin, c'est un peu... et qui est maintenu artificiellement en vie parce qu'il y a des milliards qui payent les retraités, qui payent les fonctionnaires, qui payent les soldats, qui payent les gens, enfin... Les Ukrainiens sont sous perfusion en fait, essentiellement avec de l'argent que les Américains tolèrent que des pays européens ou eux-mêmes donnent à l'Ukraine. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il a prêté serment en janvier et on en est quasiment à 100 jours, là à la fin de ce mois-ci.
il aura fait 100 jours. Et il n'y a toujours pas de paix. Alors, il y a des négociations qui avancent avec Vitkov, qui est son envoyé spécial, qui rencontre Poutine. Je crois qu'on en est à la 3e rencontre. Et surtout, en fait, il y avait aussi le cessez-le-feu à Gaza, dont Trump était très fier. Et cette négociation qui commence avec l'Iran, qui a permis de dire à Netanyahou, tant que la négociation a lieu avec l'Iran, tu les bombardes plus, parce que Netanyahou a toujours ses velléités de bombarder l'Iran et de renverser le régime des mollahs. Un peu comme ce que vous disiez, si on peut renverser le régime russe, mais c'est très compliqué de renverser un pays. Non, je ne dis pas, c'est peut-être la situation actuelle va, à l'intérieur de la Russie, va faire... En ce moment, c'est plutôt aux États-Unis que c'est en train d'exploser. Et non, je pense qu'ils ne veulent pas, ça ne peut pas se faire. Il ne vaut mieux pas que si jamais le gouvernement était renversé, ce serait l'apocalypse, enfin, je pense, en Russie. Je reviendrai, je reparlerai tout à l'heure de Wagner. C'est comme ici, par exemple, en France, la tension ils ne veulent pas renverser Poutine, ils ne veulent surtout pas, parce que ce serait vraiment Et donc, en tout cas, arrive ce président, Donald Trump, et très vite, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il met en place une équipe dont il avait parlé, avec en particulier Elon Musk, le travail qu'il fait avec Doge, où il démontre très rapidement tout l'état profond. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle USAID, qui organise des révolutions partout dans le monde, qui finance des médias, qui est connecté, qui donne de l'argent à Soros, à Bill Gates, à tous ces gens-là. Enfin, on voit comme une pieuvre qui rappelle un peu la pieuvre, le spectre dans James Bond. Enfin, c'est un truc un peu parallèle, indépendamment du Congrès, du gouvernement, et avec 40 milliards, ce qui est beaucoup et peu. Donc après, on réalise que le Pentagone a aussi des centaines de milliards, tout cet argent qui apparaît jamais dans la comptabilité du Pentagone, et la CIA, et la NSA, etc., etc. Mais toujours qu'ils font ce travail, et ils commencent à rentrer dans les administrations et voir que ça va pas. Et en parallèle, il essaye de maintenir un certain nombre de choses, et c'est là que le truc se grippe, en fait. C'est-à-dire que il y a d'une part, en même temps, parce que vous regardez la synchronisation, en même temps que Zelensky claque la porte de Washington, et qu'il appelle dans la foulée Emmanuel Macron. Et tout ça, c'est documenté. Hein. Il appelle, la première personne qu'il appelle en sortant de la Maison Blanche, en ayant claqué la porte, c'est Macron. Alors qu'il allait repartir, il va faire une interview chez Fox News dans laquelle il parle aux Américains en leur disant qu'il ne comprend pas comment, qu'il aime les Américains, que l'Ukraine aime les Américains, que c'est très important, mais il ne comprend pas pourquoi Trump a si mal parlé des Ukrainiens en fait. Sous-entendu, vous n'avez pas le droit de défendre votre pays, vous n'avez pas le droit... Puisqu'en fait, il joue sur la corde sensible. Mais nous, on se bat pour notre pays, comme vous battriez pour votre pays, comme n'importe quel pays se battrait. Et donc, Trump se retrouve affaibli là-dessus. Et juste en même temps, Israël relance, entre guillemets, les bombardements sur Gaza. Mais ils ne le font pas n'importe comment, Israël, parce que le monde regarde le fait que la paix est plus à proximité en Ukraine, puisque ça s'éloigne, pas d'accord sur les terrains, pas d'accord... Zelensky refuse tout ce que propose Trump, et ça va de mal en pis. C'est-à-dire que depuis qu'il a donné un rôle à Zelensky dans la négociation, Trump réalise qu'en fait, il a fait rentrer... comme un virus en fait dans une négociation qui aurait pu être simple en fait, où il négociait juste avec Poutine, mais le fait qu'il ait donné de l'importance à Zelensky à l'initiative de Macron, parce que ah oui, ça aussi c'est très important. Trump ne voulait pas recevoir Zelensky et il l'avait dit, et c'est Macron qui le convainc de recevoir Zelensky, donc il accepte. Puis finalement il réfléchit, il veut pas le voir, puis Macron le rappelle et il accepte de le revoir. Et on a cette séquence où il voit Macron, Zelensky, Starmer, Zelensky part, quitte, et ils se retrouvent tous à Londres pour décider d'être autonomes des États-Unis pour sauver l'Ukraine et pour aider l'Ukraine.
Et en parallèle, les bombardements ont repris à Gaza, mais ils n'ont pas repris n'importe comment. Le même jour, à la même heure, il y a le plus grand bilan humain à Gaza depuis le début, puisqu'il y a à peu près 1500 morts déclarés, dont tous les survivants du bureau politique du Hamas, le mec de la com, etc. Et donc on découvre qu'en fait, pendant toute la partie cessez-le-feu, tous ces gens-là étaient espionnés avec des pagers ou avec je sais pas quoi, et ils savaient exactement leurs habitudes, ils savaient où ils étaient. Et en fait, les derniers, ou quasiment tous les derniers chefs dans Gaza de la résistance du Hamas sont liquidés, dont le fameux Abu Omeda, vous savez, celui qui était masqué et qui était celui qui communiquait en fait pour le Hamas, qui disait était le patron de la communication de la branche armée. Donc tous sont tués et les bombardements reprennent de plus belle à Gaza. Mais tout ça se passe tout le temps, avec Macron qui est au cœur du truc. C'est-à-dire, il convainc Trump de tomber dans un piège dans lequel son intuition lui dit de pas aller. Il avait convaincu les pays européens de faire bloc contre la Russie et de se détruire eux-mêmes, puisqu'on sait tous les conséquences des effets boomerang des sanctions, etc. Il convainc tous les pays, le 8 octobre, les grands pays, de dire à Israël, vous faites ce que vous voulez, alors qu'en fait, n'importe quel pays normal aurait dû dire le 8 octobre, vous en avez pas marre, il n'est pas temps maintenant de faire la paix, de faire cette solution à 2 États. Enfin, je sais pas, moi je serais président français, c'est ça que j'aurais dit. J'aurais dit, non mais attendez, là, encore des milliers de morts et tout, des otages, des trucs, là maintenant il faut absolument, avant de réagir, avant d'avoir cette spirale d'escalade, s'arrêter et réfléchir à la situation. Or là, dès le 8, les gens sont dans le choc, le côté animal, et c'est la France qui est derrière pour remettre l'escalade. C'est, vous savez, c'est des trucs de la mafia. Mais pourquoi vous vous détestez, pourquoi vous tuez les uns les autres? En fait, plus personne ne sait, mais on sait juste qu'en fait, il faut se flinguer les uns les autres, en fait. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a le pape qui meurt et on a le président français qui est un peu au sommet d'une pyramide du camp du mal, dans cette guerre du bien contre le mal. Et avant de passer aux questions-réponses, que je crois qu'on est à 1h40, en fait c'est passé vite, hein, j'espère pour vous aussi, moi j'ai pas vu le temps passer, mais il y a ce fameux portrait officiel de Macron que j'ai un peu décrit en fait, et il se décrit lui-même comme l'antéchrist. Et depuis on sait, un bête de l'événement, ceci, cela, etc. Et donc je pense qu'il est temps, il est urgent d'arrêter de croire que c'est un pantin des Rothschild ou de ceci ou cela, ou de réaliser qu'en fait il a dépassé tout le monde en fait. On est dans un temps eschatologique et il y a tellement de bizarreries autour de lui, parce qu'en fait on ne sait pas grand-chose de sa vie. Ses parents sont un couple étrange. Si vous lisez les livres de Xavier Poussard, même les frères de Macron présentent leur frère comme un cousin éloigné. Enfin, dans quelle famille un frère dit de son frère qu'il est un cousin éloigné? Si on n'est pas au milieu d'une espèce de machination avec... il faut regarder le film Damien la malédiction pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et dans ce que je viens de dire, vous avez un élément qui est extrêmement troublant. Damien la malédiction. Damien, Amiens. Macron est l'homme Damien. Et Damien, c'est toujours l'antéchrist dans l'eschatologie. Et c'est très important en fait. Il n'y a pas de hasard. Et l'incendie de Notre-Dame, et la résurrection de Notre-Dame, etc., etc. Donc on peut passer des heures ensemble si vous voulez. Il y a d'autres questions? Non mais je suis là maintenant, on répond aux questions, ouais. Est-ce que ça vous embête pas si on fait une petite pause? Ça permet de boire un petit coup, d'aller aux toilettes. Il y a Bertrand qui nous fait la joie de venir avec du miel.
swell, the crowd does swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell is lost with notes of joy. Freedom's proclaimed and sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.